Faire évoluer ses ambitions au fil de ses investissements avec Delphine Pinon. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie d'avoir cette invitée aujourd'hui avec moi. Il s'avère que je suis une fidèle de son podcast qui s'appelle Richissime. C'est un des très rares podcasts en investissement que j'écoute de façon relativement assidue. Et d'ailleurs, je vous le recommande vivement parce que ça vous fait vraiment des déclics mindset qui sont très intéressants. Et donc, je suis toute contente parce que je vais pouvoir aujourd'hui lui poser toutes les questions que j'ai envie. Et d'ailleurs, je me rends compte que même moi, finalement, je connais pas si bien son parcours que ça. Et je me suis dit, ok, allons-y. Reprenons quand même un petit peu son parcours pour que peut-être qu'il y ait des choses que moi, j'avais pas en ligne de mire m'apparaissent et que je comprenne encore mieux son parcours. Donc, salut Delphine, comment ça va ? Hello Dorine, je suis très fatiguée, mais je suis très contente d'être là. Comme tu me le faisais remarquer en off, j'en fais pas souvent des interviews. Je dis souvent non. Je joue à la hard to get, comme on dit. Non, je suis très occupée et là, le timing était parfait et donc ça me fait plaisir d'être là. Eh bien, super. Alors moi, j'ai vraiment hâte. Je connais plutôt tes derniers investissements, mais je t'avoue, je ne connais pas bien ton parcours, de où tu es partie. Il me semble que tu as fait Sciences Po ou des études de ce genre. Ouais. Mais je ne sais pas exactement, voilà, je ne sais même pas ce que tu as fait comme métier avant d'investir. Non plus. Voilà. Donc, je veux bien que tu repartes de zéro, même Ouais. pour l'audience, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent probablement pas, en fait. Ouais, donc je fais des études labellisées comme brillantes, d'élite. Donc je suis... C'est important dans mon parcours, tu vas comprendre pourquoi. Et puis j'entreprends tout de suite. Je suis dans le monde des startups. J'ai entrepris, j'ai bossé dans des startups. Et puis jusqu'à une rupture conventionnelle qui m'amène finalement à me lancer en freelance. Et donc pendant, je crois que ça a duré 2-3 ans, je fais des prestations de marketing en freelance. Je pense pas que je suis très douée pour ça. Je pense que quand je bosse pour les autres, je suis pas au top. Je me juge peut-être un peu sévèrement, mais vraiment, des fois, je me dis, j'étais loin d'être la meilleure dans mon domaine. Et ça se ressentait sur mon chiffre d'affaires, clairement, à l'époque. Je n'étais pas non plus une cadre. Tu sais, c'est formidable avec la France, mais quand on se lance en freelance, on peut vivre du chômage pendant un certain temps. Et moi, mon chômage ne couvrait pas mes charges fixes à l'époque où j'habitais en Île-de-France. Donc, mon histoire ou mon intérêt pour mes finances personnelles vient de là, où je me rends compte... alors, le gros déclic a lieu à 32 ans, donc il y a un déclic 31-32 ans, tu vois, où... moi, j'ai fait des belles études où je t'ai promis un bel avenir, y compris financier. Et en fait, je vis du chômage. Je vis d'un chômage qui ne couvre pas mes charges. Et j'ai vidé mes caisses jusqu'à avoir plus que 5 000 euros sur mes comptes. J'ai aucun patrimoine. Et donc, j'ai 32 ans. Et donc ça fait mal. C'était mon déclic de l'année 2019. Je me sépare cette année-là aussi de mon ex-compagnon. Et je retourne vivre chez mes parents. Voilà, pour... la dégringolade jusqu'au bout. Ah ouais. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui, moi, je le vis comme un déclassement, une dégringolade. Enfin, je me dis, c'est pas du tout ce que tu projetais sur ta vie, quoi. Quand tu fais des études, alors, même si c'est pas à Sciences Po, quand tu fais Bac+5, je pense pas que ce soit la perspective que tu te proposes d'avoir, dire ok, à 32 ans, je vais avoir 5 000 euros sur mes comptes et vivre du chômage, quoi. Et c'était ma vie. Donc ça a été une blessure d'orgueil. Et c'est une série de déclics, tu vois. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit « Oh mon Dieu !» Mais ça s'est fait peut-être sur 12 à 18 mois, comme ça, cette blessure d'orgueil qui se creuse et qui m'amène à un moment donné à réagir en m'intéressant à mon argent. Et ce qui m'intéresse en rapidement, c'est est-ce que tu penses que tu as fait une erreur dans ta carrière ? Est-ce que tu as choisi la mauvaise voie qui fait que tu n'as pas réussi à gravir des échelons ou c'est juste que tu penses que tu n'étais pas dans le bon domaine ? C'était quoi ton analyse Alors en vrai, donc j'ai plutôt une très bonne trajectoire parce que je gagnais plus de 60K quand j'étais salariée en start-up, un peu avant mes 30 ans. Et j'avais clairement le meilleur salaire de tout mon entourage proche.
Donc non, j'étais plutôt bien lotie. Après, quand je suis passée en freelance, je l'ai dit, je pense que j'étais pas la meilleure. Je pense que le chômage, c'est formidable, mais ça met aussi dans un confort. Ça pousse pas à se bouger les fesses. Et je me bougeais pas les fesses. Je me bougeais pas suffisamment les fesses. Donc, je savais très bien que je perdais un peu d'argent tous les mois. Et j'ai mis un peu de temps à réagir. Tu vois, j'ai mis un peu de temps. Mais en vrai, donc, avec le recul maintenant que ça fait 5 ans que la psychologie de l'argent est mon sujet et que ça me passionne, je sais très bien que pour la plupart des gens, c'est très difficile de s'adapter à la baisse, qu'on a toujours cet espoir que ça va revenir et qu'on préfère perdre un peu d'argent pendant quelques temps. Malheureusement, souvent, ça peut durer. On préfère se dire, j'adapte pas mon train de vie, je perds un peu d'argent, ça va durer quelques mois et advienne que pourra. Malheureusement, des fois, ça dure plus de quelques mois, mais parce que psychologiquement, c'est hyper dur de s'adapter à un train de vie à la baisse, parce que ça veut dire appauvrissement, déclassement social. En fait, il y a toutes ces réalités qui jouent et qui sont psychologiquement assez dures à avaler, en fait. Ok, donc là, tu te retrouves chez tes parents et tu rebondis. Je rencontre Benoît, d'accord, mon chéri, j'avais... donc ça, c'est à la milieu d'année 2019. J'avais déjà commencé à m'intéresser à mes finances. J'ai pris la chose sous l'angle du budget. En fait, je me suis dit, OK, comment je peux booster mon épargne ? En fait, j'ai fait ce travail que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire, ça y est, j'ai adapté mon niveau de dépenses, mon niveau de vie à mes revenus. Je l'ai enfin fait. Mais ça a bien mis 18 mois avant que je le fasse quand même. Et donc, je me suis intéressée au sujet et j'y ai trouvé un certain intérêt là où je n'avais pas du tout imaginé que ça allait m'intéresser. J'ai essayé de chercher les moyens les plus efficaces d'y arriver. J'ai trouvé de la littérature assez intéressante sur le sujet aux États-Unis, notamment sur la méthode des enveloppes pour pouvoir booster mon épargne. Et puis, ça a été assez rapidement efficace. J'ai trouvé beaucoup de clarté dans l'exercice et j'ai adoré ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Et j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, bon, tu sais, Delphine, moi, je gagne bien ma vie. C'est sous-entendu, tes histoires de budget. Et on revient toujours à la même chose. Hein. Ton histoire le budget, c'est pour les pauvres. Compter ses sous, c'est pour les gens qui n'en ont pas. Donc moi, tu sais, j'ai fait Bac+5, je gagne bien ma vie, je suis en bureau à la Tour, à la Défense. Tu sais, ces trucs-là, c'est pas pour moi, quoi. Et oui, 5 ans après, on voit aussi la différence. Désolée, mais voilà, c'est que moi, j'ai optimisé à fond mon épargne. Puis ensuite, une fois que tu t'intéresses à ton épargne, tu finis toujours par t'intéresser à tes investissements. Et voilà, et la suite, on va la raconter après. Mais en vrai, si tu fais l'économie de t'intéresser à ton argent déjà dans sa gestion quotidienne, il y a peu de chances que tu connaisses le goût de la mobilité sociale, la vraie ascension sociale. En ce moment, c'est mon sujet. Je me rends compte qu'il n'y a plus d'ascension sociale dans notre pays. C'est une promesse républicaine, c'est une promesse de société de pouvoir s'élever dans l'échelle sociale. Et ça ne fonctionne plus. Ça concerne une ultra-minorité de gens qui sont dans des métiers ultra nichés, qui peuvent se vanter de s'être réellement enrichis, d'être vraiment montés dans l'échelle sociale. Parce que sinon, moi, j'allais jusqu'à la retraite avec le même niveau de vie que j'avais connu en sortant de mes études. Et moi, je trouve ça d'une tristesse à pleurer, quoi. En tout cas, c'était pas ce que je voulais vivre. En tout cas. Et Benoît, quand tu l'as rencontré, il était dans quelle dynamique ? Alors, lui, il était dans une dynamique... salarié heureux de l'être, mais avec un vrai fond. Je veux faire des choses dans la vie. Il y avait déjà une petite lutte entre je veux m'accomplir, je veux faire des choses, j'en ai le potentiel, et j'ai un héritage à la fois de loyauté et où je me réalise quand même dans l'entreprise, dans le salariat. Et donc, il a mis quelques années avant d'arriver à trouver exactement ce qu'il allait lancer, ce qu'il voulait faire. Et il était assez peu dépensier, mais plus que ce qu'il ne pensait quand même à l'époque. Il se voyait beaucoup plus
précautionneux qu'il n'était en fait. Il avait déjà fait des investissements. Et sa famille était un petit peu avait déjà fait des investissements. Ils l'ont aidé parce que lui habitait à l'étranger pour son boulot. Et donc, il avait acheté 3 investissements en cash flow positif, même si le terme, il ne l'utilisait pas à l'époque, qu'il n'avait pas du tout optimisé sa fiscalité. Il louait des meublés en les déclarant nus, pour te dire. Oui, d'accord. donc, on n'y était pas encore, donc il a corrigé ça assez rapidement. Mais au moment où je l'ai rencontré, ouais, il faisait ça. Et il a investi dans une ville qui a énormément pris. Et donc, il a fait de très belles plus-values sur ces 3 appartements qu'il avait achetés à 50 000 euros l'unité. Donc, bon an, mal an, c'était des petits deals, des petits investissements, mais qui se sont avérés très, très rentables. Ça me fait rigoler ce que tu dis par rapport au fait que les gens y pensent, enfin c'est un classique, ils pensent qu'ils dépensent peu. Et en fait, moi j'en ai souvent des personnes, des auditeurs en appel ou des choses comme ça, qui me disent non mais nous on est très peu dépensiers, on fait super attention. Je suis oui mais attends, tu gagnes 8 000 euros par mois et tu as 20 000 euros de côté, ça fait 10 ans que tu bosses. Donc là, techniquement, c'est juste des maths. Tu mets pas tant d'argent de côté que ça. Enfin, mais tu sais que donc je faisais des coachings, j'en fais moins, mais j'en fais pour le podcast. Tous les étés, je fais des séries de coaching. Et je ne peux pas faire un coaching si les gens m'ont pas donné leurs chiffres avant. Parce que les gens ont une capacité à se bullshiter eux-mêmes, et donc à te bullshiter toi, qui est phénoménale. Et donc, comme tu le dis exactement, c'est « Ah bah non, on dépense peu. » Et moi, j'ai besoin de savoir « Ok, mais c'est quoi dépenser peu ?» Parce que si je les laisse me raconter leur histoire telle que eux se la racontent à eux-mêmes, on n'ira nulle part. Et j'ai besoin de les confronter. Et donc, moi, j'ai besoin d'avoir une réalité sous les yeux, poser 2-3 questions. Et là, on peut casser en fait ce discours que les gens se racontent, parce que c'est phénoménal ce que les gens sont capables de se raconter vis-à-vis de leurs finances. Incroyable. Et ce qui est rigolo, c'est que moi-même, je peux parler de mon cas, j'en ai conscience parce que je sais que j'ai le biais psychologique et je me le vois le faire. Non mais vraiment, on dépensait peu, tu vois. Et puis des fois, je refaisais des calculs et puis je me dis, où part l'argent là ? Je comprends pas, tu vois. En fait, et je sais que j'ai ce biais naturel et j'essaie d'y travailler, mais c'est souvent en lien avec tes valeurs, parce que en fait, si tu dépenses, en fait, il y a des choses que la société va considérer comme d'emblée plus futiles. Donc, si tu dépenses pas dans ces choses-là et que tu dépenses dans des choses qui ont vraiment intrinsèquement de la valeur pour toi, eh bien, tu vas moins te considérer comme dépensier. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui dépensent beaucoup dans la culture, donc dans les livres ou dans des formations, et donc ils vont te dire qu'ils dépensent pas beaucoup. Ça reste de l'argent, en fait. Que tu le fasses dans des fringues ou dans des livres, ça reste de l'argent, et probablement que tu lis pas tous les livres pour lesquels que tu achètes. Et ça, c'est pas toujours simple à comprendre pour son cerveau, que effectivement, l'objet de ta dépense, à la fin, même si tu trouves ça bien de dépenser pour ça, ça reste de la dépense. Comme les gens qui dépensent beaucoup pour leurs enfants, qui mettent beaucoup de valeur là-dessus. Donc, mais c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Donc, en fait, je suis pas dépensière. Bah oui, mais c'est de l'argent qui part, c'est tout pareil. En fait. Ça a le même impact sur ton budget à la fin du mois, que ce soit pour des livres, pour tes enfants ou pour des fringues. Ah, très bien. Sachez que moi, même aujourd'hui avec Cyril, on est en train de bosser justement sur notre budget. Parce que même si on gagne bien et qu'on est content, je me rends compte que ça nous limite aujourd'hui, en tout cas, dans notre évolution, de manquer de clarté et qu'il faut cette clarté pour pouvoir aller plus haut, en fait. Bon, bref, petit aparté terminé. Donc, tu es avec Benoît et vous vous dites... toi, tu te dis toute seule, tu es encore consultante en marketing, tu reprends ton budget en main. Et là, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe La thématique du budget, c'est pas là-dessus où on crée une vraie connexion avec Benoît, mais il s'intéresse. C'est à ce moment-là que je découvre Père riche, Père pauvre, etc. Et nos littératures créent vraiment un pont dans nos discussions. Et pour le coup, lui est très, très intéressé par l'investissement. On finit par découvrir ça en même temps, parce qu'en fait, lui tombe sur des conférences en ligne de formateurs investisseurs. On fait nos premières conférences ensemble, on les écoute ensemble et on se dit pourquoi pas nous. Et en fait, c'est comme ça que la machine commence. Et puis 2020, le Covid arrive, donc on arrive entre les confinements, déconfinements, on arrive à faire des premiers investissements. On fait un premier immeuble
on lance des premières sous-locations. L'année d'après, je perds les timings, les dates, mais il y en aura un deuxième à peu près 12 à 18 mois plus tard. Il y en aura un troisième assez rapproché 6 mois plus tard. Et puis ensuite, on va se positionner sur d'autres types d'investissements aussi. Alors attends, pas trop vite. Voilà. Ce qui m'intéresse déjà, c'est donc les premiers investissements que vous avez faits. Tu as parlé d'un immeuble. C'était quoi le type d'exploitation, le profil de bien que vous recherchiez ? On sait dès le début, on a passé 6 mois à regarder énormément de contenu gratuit. Tu sais, quand c'est ta première fois, on avait aussi, on a payé pour des formations assez rapidement, mais on n'a pas mis le paquet dès le début. On a beaucoup voulu explorer avec des contenus gratuits au début. Et il nous est apparu que le ratio temps passé sur l'investissement gain était plus intéressant à LCD. Donc on s'est dit, en fait, pour la faire courte, tu vas passer le même temps à identifier une opportunité, la faire financer, faire les travaux et meubler que tu fasses de la LLD ou de la LCD. Et donc, ce qui fait peur, c'est la partie d'après. Mais une fois que tu l'as fait une fois, en fait, tu te rends compte que c'est pas ça qui fait peur. Donc, automatiser la gestion de tes voyageurs et délégués, nous, ça nous fait pas peur du tout. Pour le coup, on avait pris une formation, etc. Et donc, on s'est dit, en fait, nous, on préfère investir, tu sais, ces 150 heures de démarrage à suivre tes travaux et tout, etc. Quitte à investir la même chose, on va faire de la LCD. Parce que tout de suite, ça va nous rapporter plus. Et on a bien compris que moi, j'avais mon petit business, mais qui marchotait un peu. Benoît avait son salaire qui n'était pas voué à augmenter énormément. Donc, en LLD, même avec des cash flows positifs, on savait qu'on allait être bloqué par les banques. Il ne faut pas être Einstein pour s'en rendre compte. Donc, du coup, on s'est dit, il nous faut des investissements qui dégagent un maximum de cash pour être le moins possible limité dans notre endettement. En parallèle, moi, mon activité s'est énormément développée. Et donc, finalement, on n'a jamais été bloqué parce qu'en fait, nos revenus ont considérablement augmenté. Mais le fait de s'être positionné sur ces investissements ultra rentables dès le début, évidemment, aussi a eu un impact. Mais on voyait vraiment, en fait, ça va nous prendre le même temps. Ça va nous prendre exactement le même temps de monter ces projets-là. Ce qui fait peur à la plupart des gens, c'est la gestion. Mais parce que les gens détestent déléguer. C'est un vrai problème. Comme je préfère le faire moi-même, je préfère faire un truc qui ne va pas prendre beaucoup de temps plutôt que de déléguer. Nous, ça ne nous fait absolument pas peur de déléguer. Et je pense que c'est un pari gagnant encore aujourd'hui d'aller chercher les investissements les plus rentables qui dégagent le plus de cash flow. Mais effectivement, ça n'est passif que parce que c'est délégué. Alors, je me permets juste LLD et LCD, parce que je sais qu'il y a peut-être des auditeurs qui se disent « Attends, qu'est-ce que ça veut dire ?» Normalement, tes auditeurs sont pas familiers. Non, et je me suis dit, je peux y aller franco et tout. Non, mais au cas où, location longue durée et location courte durée. Ouais. Mais je pense qu'il y en a... Peut-être que j'en ai repêché quelques-uns au cas où, mais je pense que c'est bon. OK. Donc, vous êtes parti sur cette stratégie. Vous avez fait le choix d'investir proche de chez vous ou à distance ? Enfin, vous avez fait quoi comme choix ? Proche. Aujourd'hui, on a géré en sous-location des biens plus loin de chez nous, à 3 heures de chez nous, parce qu'il n'y a pas toute cette phase de chantier, de travaux, etc. On n'a jamais fait de suivi de chantier à plus d'une demi-heure de chez nous. Ce serait faisable à 3/4 d'heure, 1 heure de chez nous. Mais ça, c'est une barrière mentale. On n'a pas eu à la dépasser parce qu'on en avait pléthore de choix autour de là où on habite. Mais... Aujourd'hui, tu me dirais, je vais investir à 2 heures de chez moi, j'aurais encore cette barrière mentale, quoi. En fait, c'est des complications au quotidien que j'ai pas du tout envie de gérer. Clairement. C'est pas impossible, mais j'ai pas envie d'avoir à gérer ça. Et tu as parlé donc de la sous-location. Ça, c'est très intéressant parce que sur le podcast, on n'en a jamais parlé. C'est vraiment un sujet qui vierge aujourd'hui au bout de mes 200 et quelques épisodes. Wow, 200 épisodes sans parler de sous-location. Exactement. Donc c'est peut-être l'occasion d'expliquer rapidement aux auditeurs c'est quoi la sous-location en fait. Voilà. Je trouve que le moyen le plus simple d'expliquer la sous-location, c'est de dire que c'est de la conciergerie à loyer garanti pour le propriétaire. Donc au lieu de faire... Donc, moi, mon métier, c'est le métier d'un concierge. Je gère des biens de propriétaires en les louant à des voyageurs Airbnb en courte durée. Sauf qu'au lieu de faire un partage de revenus avec le propriétaire, je lui paye un loyer fixe, garanti.
Et le reste, c'est dans ma poche. Donc, voilà, c'est pour expliquer le modèle, je trouve que c'est la manière la plus simple de l'expliquer. Donc, je gère des biens qui ne sont pas à moi sous cette modalité-là. Et au maximum de ton parc immobilier, tu as géré combien de lots en même temps en location courte durée ? 18, dont 8 en sous-loc. Ok, ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Et vous avez réussi à trouver cet équilibre dans la délégation qui fait que ça ne vous a pas surmené ou fatigué, vous n'êtes pas lassé de la location courte durée ? Si, un peu. On a justement décidé de recentrer nos activités à un moment donné. Donc, on s'est séparés de biens. Alors, en fait, sur la sous-location, et je pense que c'est pas que la sous-location, mais sur la LCD de manière générale, on a vu un mouvement très défavorable sur les petites surfaces, où on a beaucoup plus de mal à tirer son épingle du jeu, plus de concurrence, et donc plus de difficultés à aller chercher des prix élevés, et donc rentabilité qui baisse. Donc, à un moment donné, il a fallu arbitrer. Et donc là, on est en train de terminer nos arbitrages puisqu'on va revendre notre premier immeuble, là, le compromis est signé, où c'était des plus petites surfaces. Et on s'est séparé de la quasi-intégralité de nos sous-locations. Donc, il s'est passé ça. Ça nous prenait trop de... Ça finissait par nous prendre trop de charges à des endroits où la délégation était moins bonne qu'à d'autres endroits. Et finalement, on s'est dit, soit on refait le travail de retrouver des équipes, sachant nous, on savait qu'on allait partir 6 mois après. Tu vois, il y a eu des décisions à prendre ces 12 derniers mois. Quand on a su qu'on partait à Dubaï, parce que là, dans 4 semaines, nous partons vivre à Dubaï. Et quand on a pris cette décision, on avait 1 an devant nous, et là, on s'est dit, on fait quoi ? Est-ce qu'on recrée ces systèmes-là dans les zones où la question peut se poser, ou alors est-ce qu'on se sépare de ces biens-là, on reconcentre nos investissements sur autre chose, et on a plutôt choisi la deuxième option. Et pour l'instant, c'est un pari gagnant. La délégation, ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est quand même quand tu es pas loin, que tu as la possibilité de te déplacer, c'est plus facile pour tester la confiance de quelqu'un. Mais remettre en place la confiance avec quelqu'un alors que tu sais que tu vas partir au bout du monde et tu n'auras plus que le téléphone pour gérer ça, c'est évidemment plus difficile. Et c'est intéressant ce passage-là parce que je sais que parmi les auditeurs, il y en a qui vont se dire « Ah oui, bon, donc du coup, la location courte durée, c'est quand même pas terrible. » En fait, il y a des gens qui vont faire des raccourcis, mais c'est juste pour dire que en réalité, la location courte durée, ça a été un tremplin au démarrage pour vous créer du cash flow, et que c'est juste que maintenant, par rapport à votre évolution dans le temps, en fait, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est qu'au fur et à mesure des années, les priorités changent, les problématiques changent, les revenus aussi ont évolué, vos business ont évolué, et donc là, tu dis finalement, la location courte durée de ces éléments-là, je préfère mettre une croix sur ces revenus-là, parce que finalement, je sais que je vais pouvoir créer plus de valeur avec mon temps sur d'autres choses. Mais c'est juste pour dire aux gens que ne concluez pas, donc la location courte durée, c'est pénible. Ou c'est pénible de la mettre en place, ou ça dépend au stade dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses de ce que je dis. C'est très vrai ce que tu dis. Et en fait, tu vois, on a fait le bilan. Alors, on a fait le bilan il y a 2-3 jours. Il se passe beaucoup de choses. À 1 semaine d'un mariage et 4 semaines d'une expatriation, on revit sa vie. On refait beaucoup de flashbacks. En patrimoine net, donc patrimoine net immobilier, liquidité sur toutes nos sociétés et capitalisation, donc ce qu'on a déjà remboursé à la banque, on approche du million. En 5 ans, on est devenu millionnaire de patrimoine net. Et moi, sur toutes mes présentations, etc., je ne suis pas du tout à la page, parce qu'en fait, je sous-estimais carrément le truc. Je mets 500 000 ou 600 000 de patrimoine net, etc. On ne peut pas partir de j'ai 5 000 euros d'épargne, 0 patrimoine, monsieur a 35 000 euros d'épargne et une valeur nette à l'époque qui doit être aux alentours de 30 000 aussi. En 2019, en patrimoine net, lui et moi cumulés, on a 70 000 euros. On ne peut pas faire ça si on ne fait pas ce genre d'opération.
qui génère énormément de cash flow, qui permet de réinvestir dans notre projet et qui, pour certains de nos projets, ont dégagé des plus-values. Donc, je parlais de mobilité sociale tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pas en plaçant vos 10 000 € sur un truc super dynamique avec très peu de frais à 10% que vous deviendrez millionnaire en 5 ans. Ça n'existe pas. Vous êtes obligé d'investir du travail, du temps. Et effectivement, nous, on s'est positionné sur ce qui, factuellement, demandait le plus d'investissement personnel. Parce qu'il y a cette phase, quand même, où avant que ce soit complètement délégué, ça demande du temps, quand même. Souvent, je sais, mes équipes me disent « T'insistes trop sur le fait que ça prend du temps, les gens, ils veulent pas, etc. » Ouais, mais... Alors, je sais pas toi, mais c'est une aventure énormément fun. C'est oufissime de faire ça. Dans son couple, c'est énormément de complexité. C'est des moments hyper fun. C'est tous les jours des nouvelles compétences acquises. Oui, c'est des challenges, mais souvent je compare ça à la parentalité. Maintenant que je connais un petit peu le sujet, je découvre en tout cas. Vous savez que ça va pas être tout rose la parentalité quand vous décidez d'avoir un enfant. Et vous y allez quand même. Parce que vous savez qu'il va y avoir un bel équilibre entre ce qui est formidable et ce qui est méga relou. Et donc, l'investissement immobilier, c'est pareil. N'y allez pas avec l'illusion que ça va être tout génial, mais n'y allez pas non plus avec ce fardeau de je vais me porter un sac de 20 kilos sur le dos pendant les 5 prochaines années. Non, c'est pas ça non plus, en fait. Et si on y va dedans avec le bel équilibre, mais les résultats à la sortie, ils sont extraordinaires. Mais on est obligé d'avoir une forte pompe pour amorcer. Parce que sinon, moi, je passe pas de 70 000 à 1 million. On passe pas de 70 000 à 1 million, encore une fois, en net, patrimoine net. On fait pas ça en 5 ans. En se contentant d'un petit Pinel. Et je suis endettée. Bon, c'est pas grave. On va attendre 5 ans. Et puis, on fera ça quand belle-maman nous invitera pas à manger le dimanche et que nos amis nous ont pas proposé des vacances à 5 000 balles à l'autre bout du monde. Voilà, on a choisi pendant 5 ans et on regrette absolument pas. Et est-ce que tu as vécu ces années un peu comme un sacrifice à des moments ? Enfin, comment c'était au quotidien ? Parce que nous, du coup, ça me parle un peu aussi ton histoire, parce que c'est un peu comme ça qu'on a vécu. Nous, c'était en couple qu'on a investi aussi. Et pendant 5 ans, ça a été une phase à la fois merveilleuse. Mais est-ce que tu as eu des impressions de moments où tu ratais des moments avec tes amis ou avec ta famille parce que tu priorisais tes investissements plutôt que d'autres choses ? Enfin, comment ça s'est passé pour toi ? J'ai évidemment priorisé et dépriorisé des choses, mais à aucun moment j'ai vécu comme un sacrifice. J'ai pas du tout eu l'impression de me sacrifier. Moi, ce qui en a pris Alors, il faut dire que on s'est finalement implanté dans une région où on n'a aucune attache avec Benoît. Donc, c'était aussi beaucoup plus simple d'avoir ni amis ni famille à proximité pour déprioriser ces 2 sujets-là. Quand on a commencé, on n'avait pas notre fils, donc il n'y avait pas non plus ce sujet-là. Donc on était tous les 2 avec une énorme motivation. Mais oui, on a dit non à beaucoup de... Au quotidien, on n'avait pas ou peu de sollicitations. Ça paraît un petit peu triste, mais quand vous arrivez dans une nouvelle région effectivement, et que vous vous êtes plongé dans votre travail ou dans / investissement, vous avez peu de temps pour vous faire de nouvelles connaissances. Et finalement, pendant 3 ans, on n'avait aucun tissu social où on habitait, une région auquel on avait 0 attache. Donc certains diront que c'est très triste. Nous, c'est un choix qu'on a fait, mais je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Jamais. Est-ce qu'il y a des fois... Est-ce que quand on passait du temps avec nos proches, on était là « Oh my God, ça fait trop du bien, ça manque. Oui, ça manque un petit peu, etc. » Oui, mais j'ai jamais regretté, j'ai jamais vécu ça comme un sacrifice. C'est aussi ma personnalité. Je me rends compte, tu vois, ça c'est une réalisation que j'ai fait très récemment. Je dis, je n'ai pas ce besoin d'avoir quelqu'un à qui je me confie au téléphone, de voir mes amis très régulièrement, d'aller boire des verres. C'est pas un besoin que j'ai, en fait. Donc, c'est aussi finalement en accord avec ma personnalité. Ok, non mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Puis en réalité, on peut aussi inverser les choses. C'est que finalement, ne pas s'occuper de ses finances et passer sa vie à voir ses amis ou voir sa famille, c'est aussi un sacrifice parce que tu sacrifies tes finances pour... une vie sociale, on va dire, plus légère et plus présente. Mais c'est parce que c'est la normalité
que ça paraît pas être un sacrifice. Mais tout a un coût. Nos choix ont eu un coût. Effectivement, on a moins consacré de temps et d'attention à nos familles ou à nos amis, même s'ils n'étaient pas autour de nous. On les voyait moins régulièrement, on les appelait moins, etc. Ça, c'est un coût. Pour tous les gens qui feront d'autres choix dans la vie, eh bien, ils auront le coût, notamment celui que je décrivais tout à l'heure, de ne pas connaître ce que c'est que de vivre une ascension sociale. De ne pas connaître le loisir de pouvoir bosser 15, 20, 25 heures par semaine et d'avoir des revenus qui tombent, de ne pas pouvoir avoir le loisir de... Moi, j'ai pu m'autofinancer un congé de maternité de 5 mois. Je suis entrepreneur, donc j'ai droit à un congé maternité qui est ce qu'il est, qui est pas ouf, mais qui est ce qu'il est et qui est certainement pas de 5 mois. Donc... Voilà, j'ai pu le faire et plein d'autres choses. Mon grand kiff ultime, c'est d'aller voir mon artiste préféré aux 4 coins de la planète. Bon, j'ai pu le faire 3 fois ces 12 derniers mois. Voilà, et ça, j'aurais jamais pu le vivre dans mon quotidien d'avant. Donc, je m'ouvre la possibilité de réaliser mes rêves. Forcément qu'on a tous 24 heures dans une journée, ça se fait au prix de quelque chose. Donc, si vous voulez aller manger chez maman ou belle-maman tous les dimanches et aller au badminton le lundi soir, emmener Pichoun au basket le mardi soir, aller courir le mercredi soir, aller bruncher le dimanche matin, etc., c'est OK. C'est un autre choix qui a aussi un revers de la médaille. Et je ne juge pas, mais il faut juste comprendre que tout a un coût, en fait. Ouais, exactement. Et le non-choix est un choix. Tout à fait. Ok. Complètement d'accord. Donc, là, vous avez donc démarré en location courte durée. Vous avez fait un peu la spécialité, déléguée, etc. C'était l'outil le plus approprié pour augmenter votre richesse le plus vite possible. Ouais. En parallèle, tu avais déjà lancé Richissime ou où on en était à ce moment-là ? J'ai lancé le podcast un peu avant quelques mois avant de faire nos premiers investissements, quelques mois, 6-8 mois avant de faire nos premiers investissements. Donc, Richissime s'appelait Budget Chéri à l'époque et je parlais de finances personnelles et de budget. Je parlais pas de thématiques d'investissement. Donc, le podcast, là, dans un mois, aura 5 ans. Et puis, petit à petit, le podcast s'est transformé en contenu sur les réseaux sociaux et en contenu payant et en formation divers et variés. Et c'est toujours une activité. Ça, c'est mon activité à plein temps. Ce ne sont pas des revenus passifs, loin de là. J'y travaille fortement, mais oui, c'est... Et donc, quand tu disais tout à l'heure que ton entreprise avait évolué, c'est donc tu as laissé tout doucement tomber le consulting en marketing ? Dès le premier confinement. Ça, c'est dès mars 2020. Mais en fait, mes clients m'ont dit, on va mettre en pause. Bon, évidemment, vu le contexte... Et moi, je me dis, il n'y a pas de souci. Du coup, s'il y a bien un moment où j'avais encore quelques mois de chômage, s'il y a bien un moment où je dois m'y mettre à fond, c'est maintenant. Ok, donc tu t'es mis à fond sur Mon Budget Chéri ou Richissime. Voilà. Ok, donc tu as fait ça. Vous avez donc la location courte durée qui s'est mise en place, qui vous a vraiment permis d'aller vite, augmenter rapidement en actifs nets, comme tu dis. Ouais. Et ensuite, vous avez commencé à toucher à d'autres types d'investissements. En fait, j'aimerais bien juste comprendre la transition entre... Vous avez une spécialité, parce qu'en général, c'est vrai que dans la vie, quand tu maîtrises un sujet, c'est plus facile de rester sur le même sujet, quoi. Tu peux rester spécialiste de la location courte durée et avoir des sous-locations dans toute la France si tu as envie. Mais qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, vous avez changé de type d'investissement ? Et expliquer, c'est quoi ces autres types d'investissements ? Alors, c'est un hasard. C'est un hasard pas totalement... Alors, Benoît, depuis un petit moment, sait que ce qu'il a envie de faire, c'est reprendre des entreprises. Il n'a pas du tout envie de faire le 0 à 1 et de monter une boîte de zéro. Lui, il a dirigé pendant un certain nombre d'années une PME industrielle. Et donc, il aime ça. Il est un profil ingénieur, donc il aime qu'il y a de la matière, il aime qu'il y a de l'ingénierie, il aime travailler avec des cols bleus, il aime ce contact, etc. Donc, ça lui colle à la peau. Donc, il avait ce projet de se dire, je vais reprendre une entreprise.
Et puis, en fait, il a... Tu sais, quand tu as ton attention sur quelque chose, du coup, tu vois plein d'opportunités. Et il y a un moment, il avait exploré un intérêt pour les business qui se gèrent tout seuls. Donc, le self-stockage, les laveries. Je crois qu'à l'époque, il n'avait pas trop regardé les stations de lavage. Mais les business qui ont peu besoin d'humains. Parce que ce qui fait peur à beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, c'est dès que tu dois gérer de l'humain. C'est aussi pour ça que la délégation fait peur. Donc, au début, à un moment donné, on a eu lui, c'est vraiment de son côté. Il s'est dit, qu'est-ce qui est intéressant de faire dans des business où il n'y a pas d'humain Et donc, il lorgnait sur une laverie qui est en bas de chez nous, qu'on voit de chez nous. Vraiment, il disait... un jour, j'irai voir le propriétaire et je lui demanderai s'il vend, etc., etc. Et ce jour arrive, un agent immobilier qu'on connaissait nous dit est-ce que vous êtes toujours en recherche d'un immeuble ? On dit oui. Cet immeuble-là est à vendre. C'est l'immeuble de la laverie, en face de chez nous, quoi. Le rêve. Ah là, Benoît, tu vas pas me croire. Ils nous ont appelés, il est à vendre et tout. Alors très bien, donc l'immeuble nous intéresse, etc. Et puis, il se trouve que le propriétaire donc les propriétaires, le mari et sa femme, c'était un immeuble dans lequel il y avait 2 appartements et 2 cellules commerciales. Le coiffeur qui lui appartient à elle, le fonds de commerce, et la laverie qui lui appartient à lui. Et ils vendent les murs, vides de toute activité. Donc, nous, on comprend. OK, donc vous vendez pas le fonds de commerce ? Non. Alors, c'est une grosse erreur. C'est pas des financiers, hein. Ouais. Vraiment. Et du coup, nous, on fait, écoutez, la laverie nous intéresse. Plutôt que de la vider de toutes ces machines, nous, ça nous intéresse de reprendre la laverie. Le coiffeur, non, mais la laverie, ça nous intéresse. Et donc, Benoît adore la finance, il sait un petit peu lire les comptes de résultats. On voit que le bénéfice n'est pas énorme. Il est tout juste ce qu'il faut pour ne pas payer d'impôts. Voilà. Et donc forcément, difficile de valoriser un bien qui ne dégage pas de bénéfices. Donc forcément, ça minimise considérablement sa valeur. Et les machines datent à peu près du début des années 90. Donc elles ont 30 ans. Donc forcément, elles ont une valeur d'usage, mais elles n'ont plus aucune valeur autre. Donc, on y va vraiment... on fait une offre qui nous semble vraiment juste. 3 000 €. Et le propriétaire dit oui, pour acheter le fonds de commerce. Et en fait, on a fait un hold-up. C'est que probablement qu'elle en valait plus dans les 15-20 000, mais on rachète une laverie pour 3 000 €. Et on découvre que c'est extraordinairement rentable, ce truc-là. C'est une cash machine. C'est incroyable. Et donc là, on se dit, mais pourquoi on fait encore... On s'est vraiment dit, pourquoi on fait encore de l'immobilier ? Parce qu'on découvre que que faire des petits business comme ça, ça a plein d'avantages. Donc là, vous aviez votre première laverie. Mmh. Vous voyez qu'en réalité, pour moins d'humains, moins de gens à gérer... Moins de capital de départ. Ouais. Moins de gestion de manière générale. On dégage autant de cash flow que sur nos meilleurs investissements immobiliers. Pour 3 000 €, alors qu'on a payé cash. En vrai, on aurait probablement pu les emprunter à la banque, mais pour 3 000 €, ça nous est même pas venu à l'idée. Mais ouais, pour 3 000 €, on dégage un niveau de cash flow qui est équivalent à nos immeubles qu'on a achetés, pour lesquels on a fait 200, 300 000, pour lesquels on a fait 6 mois de travaux, etc., etc. Puis en plus, j'imagine que le monsieur qui a dit oui pour les 3 000 €, en fait, c'est juste qu'il pensait que ça valait rien, donc il était déjà content avec les 3 000 €. Il n'avait pas eu cette logique de j'ai un fonds de commerce. Enfin, il se disait je pars en retraite. Il a bien gagné sa vie tant que ce commerce-là existait. Et donc, il s'est pas projeté sur ça a une valeur de revente. Ouais. Beaucoup de gens qui possèdent ce type de business ne sont pas des financiers, ne sont pas des commerçants. Souvent, c'est une activité annexe. Et donc, n'ont pas des raisonnements qui sont des raisonnements ni de financiers ni d'investisseurs. Et donc,
voilà, il s'est dit effectivement ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est toujours mieux que de devoir me taper, de les démonter, de les stocker ou de les revendre ou d'en disposer. Enfin voilà, c'était un peu on imagine le raisonnement. Nous, on pensait vraiment faire une offre faire. Et d'ailleurs, en fait, en toute bonne foi, on pensait qu'elle était faire et lui aussi puisqu'il l'a accepté. Et effectivement, aujourd'hui, on pense que ça en valait quand même un petit peu plus. Probablement que ça en valait un peu plus. Et donc là, c'est comme si cet investissement a fait tilt dans votre tête en mode « Attends, là, maintenant on arrête la LCD, on passe en mode business ». Enfin, est-ce que c'est ça ce qui s'est produit ou comment ça s'est passé ? Oui, évidemment. Alors, pour te donner quelques chiffres, donc il y a ces 3 000 €, on paye des frais de notaire. Comme on achète cash, on n'a pas de frais au niveau de la banque. On fait un prêt de 20 000 € quelques mois plus tard pour renouveler des équipements, pour renouveler le monnayeur pour qu'il accepte les paiements en carte bleue. Donc, ça nous a coûté 23 000 € en tout. Les prêts professionnels sont des prêts sur 7 ans. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on arrive à dégager peu ou prou à peu près 2 000 € de cash flow par mois, donc 24 000 € par an. Ce qui est en réalité plus que ce qu'on avait fait avec tous nos immeubles. Alors, c'était pas ça qu'on projetait sur le prévisionnel parce qu'on n'avait pas du tout imaginé qu'on allait à ce point-là exploser le chiffre d'affaires. Mais nous, on projetait quelque chose qui était l'équivalent de notre premier investissement et qui était un bon investissement. Et en fait, non, c'est venu bien au-delà avec 3 000 € injectés et un prêt de 20 000 € sur 7 ans. Un prêt de 20 000 € sur 7 ans, ça fait 200 € d'échéance, un peu plus de 200 € de mensualité. Donc, peanuts, vraiment. Et c'est une affaire qui fait entre 4 000, allez, on va dire 3 700 et 4 500 € de chiffre d'affaires hors taxe chaque mois. Et on l'a acheté 3 000, quoi. Bah ouais. Enfin, c'est indécent. Bah ouais. Mais en gros, c'est une solution... Mais on l'aurait acheté 30 ou 40 000, ça change pas ça change pas beaucoup le raisonnement. Si on l'avait acheté 30 000, on l'aurait pas autofinancé. Les banques financent à 100% les rachats de fonds de commerce. Pas à n'importe quel prix, parce que du coup, elles sont soucieuses que les annuités que tu rembourses à la banque soient un multiple de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, donc pour vulgariser de la marge. Et donc, tant que tu es dans ces ratios-là, la banque normalement te prête volontiers à 100%, sans regarder ton endettement personnel, sans regarder ta situation personnelle. Si tu es au chômage en transition, ce n'est pas forcément un problème. Il faut quand même que tu n'aies pas des comptes dans le rouge. Voilà, il faut des signaux forts. Mais on ne va pas aller faire une étude de tes revenus et de ton endettement comme on peut le faire sur un projet immobilier. Donc, c'est vrai que c'est plus simple d'emprunter quand on rachète des business que quand on le fait pour l'immobilier. Il y a besoin de moins de capital de départ. Les financements sont dans bonne proportion. C'est 100% du montant du fonds de commerce. Tu peux aussi faire financer tes investissements, tes remplacements de machines, tes premiers investissements, parce que c'est du business. Et par contre, ils vont te demander de payer le cautionnement et les frais de dossier de manière assez classique et éventuellement les frais de notaire. Parce que tout ça passe devant chez le notaire de toute façon. Partant de ce principe, on s'est dit, quand est-ce qu'on en fait une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et donc, on a redirigé notre attention sur ce type d'investissement. Et on a arbitré nos biens immobiliers. Donc, on ne veut pas arrêter de faire de l'immobilier. Mais effectivement, du coup, on est beaucoup plus exigeant sur les localisations et les typologies de projets qu'on cherche en immobilier parce qu'on le fait pour maximiser notre capacité d'emprunt aussi à titre personnel. Mais ce sera toujours moins intéressant pour nous que de racheter des business de toute façon. Donc, on panache un petit peu, on a un petit peu de tout. On a la compétence, donc maintenant, ça ne nous prend pas non plus trop de temps, l'immobilier. Mais on veut rediriger notre attention vers les business. Et donc ensuite, vous avez acheté un autre business. Alors là, récemment, cet été, on a racheté un car wash et une laverie en même temps. Et du coup, ce qui est un petit peu particulier avec les business, c'est que, tu vois, les annonces immobilières, tu as le marché, tu as les annonces, tu as les agences, tu as un peu de off-market, mais globalement, tu as un flot continu d'opportunités à étudier.
Des laveries autour de chez toi, il n'y en a pas 500, quoi. Donc, c'est beaucoup un marché d'occasion que tu te crées et de patience. Donc, tu repères des cibles autour de chez toi. Toujours pareil, l'idéal, c'est de le faire à moins d'1 heure de chez toi. Maintenant, si tu veux le faire un petit peu plus loin, voilà. Mais nous, on est resté dans cette même logique. Donc, il n'y a pas 500 laveries autour de chez nous. Donc, ces laveries-là, elles ont déjà des propriétaires. Le propriétaire est peut-être déjà heureux de les exploiter. Et donc, il faut se faire connaître, travailler son réseau, être là quand il faut pour se générer des opportunités. Donc, se faire connaître auprès des propriétaires qui, peut-être un jour, seront contents de t'avoir toi sous la main s'ils veulent revendre. Mais il y a vraiment une démarche commerciale. C'est à toi d'aller vers des propriétaires qui ne sont peut-être pas vendeurs, qui ont de nouvelles compétences à acquérir, contrairement à l'immobilier, où en fait, il y a un souhait d'abord de quelqu'un de vendre, et toi, tu viens, après que ce soit off-market ou sur le marché, enfin voilà, il y a des petites variations, mais en tout cas, il y a un propriétaire qui est déjà vendeur à la base, ce qui est différent avec les business. Donc, il faut être patient. C'est aussi pour ça qu'on n'arrête pas l'immobilier. On ne sait jamais quand les prochaines opportunités arrivent. Donc là, on en a plusieurs dans le pipe. On a plusieurs discussions engagées pour en racheter d'autres. Mais voilà, ça se fait selon les règles de l'art de la négociation, de la vente. Faut bien... On se forme. On se forme pour appréhender, comprendre quelle est la typologie de personnes qu'on a en face de nous, quels sont les arguments qui fonctionneront bien ou les façons de faire qui fonctionneront bien avec les typologies de gens qu'on a en face de nous, pour réussir à faire les meilleures négociations et aller au bout des deals. Donc, vous voulez dire que vous vous formez à la négociation, spécifiquement ? Ouais. Trop bien. Alors, Benoît s'est formé à la vente et on se fait accompagner pour la négociation. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous aide on lui dit, là, on a telle discussion en ce moment avec tel propriétaire, voilà la nature du deal en question, voilà ce qu'on pense en vouloir, voilà la typologie de la personne que j'ai en face de moi et la nature des échanges qu'on a eus, et la personne nous aide à essayer de comprendre comment on peut faire la meilleure négociation, sur quel levier appuyer, comment la jouer. Tu sais, c'est... est-ce qu'on relance ? Est-ce qu'on relance pas ? En fait, c'est subtil. Est-ce qu'on est pushy ? Est-ce qu'on n'est pas pushy ? Est-ce qu'on peut se permettre de faire des offres agressives ? Quel est l'argument qui va faire mouche avec ce type de personnalité ou ce type de propriétaire ? Comment on peut essayer de comprendre, si la personne ne veut pas trop nous le dire, ce qui est important pour elle ? Parce qu'une bonne négociation, c'est un win-win. Donc, je dois comprendre, je dois écouter pour comprendre ce qui est important pour elle dans le deal. Parce que sur un deal de business, c'est pas toujours le prix. C'est super intéressant parce que du coup, mon Cyril, lui, il était négociateur à l'achat à l'époque. Il a fait des formations de négociation et je pense que c'était vraiment une de nos clés de réussite, même dans l'immobilier, dans les négociations. C'est que Cyril, c'est un génie de la négociation. Ouais. Et du coup, ça me parle ce que tu dis parce qu'il a coaché des proches dans des négos hyper improbables. Et du coup, c'est un négociateur qui n'est pas forcément spécialisé sur ce type-là de négociation. C'est un négociateur un peu... Vous faites accompagner par un négociateur sur... c'est pas quelqu'un qui est un peu généraliste et pas spécialisé en fonds de commerce. Tout à fait, ouais. Trop bien. Mais en fait, c'est une compétence qui est sous-estimée de manière générale dans la société. Ouais. Se vendre de manière générale, tu vois. Ouais. Donc, tout ce qui est autour de la vente et de la négociation, ça sert évidemment pour négocier auprès de ta banque, pour faire des bons investissements, mais ça sert pour... tu vois, même négocier avec un adolescent récalcitrant. Enfin, tu vois, c'est parce que la vente, quand elle est bien faite, c'est de la psychologie. Et on est en fait... alors, d'autres appelleraient ça de la manipulation. C'est un terme qui est mal... qui a une connotation négative. Mais en vrai, c'est juste comprendre ce qui se passe chez l'autre pour essayer d'orienter la situation à ton avantage. Ouais. Mais c'est passionnant. Moi, ça me passionne. Mais si on parle là-dessus, on est parti pour des heures. Mais pour des deals de business ou même d'immobilier, il y a des deals qui peuvent se faire en mode j'essaye de tordre le bras un peu à l'autre. Les meilleurs deals sur des rachats de business, c'est forcément des deals quand même win-win. Pourquoi ? Parce qu'en immobilier, une fois que tu as récupéré tes clés, le propriétaire, il n'est plus dans l'équation. Sur un business, tu vas avoir beaucoup d'interactions avec un cédant pour qu'il te fasse une passation.
avec... alors, surtout quand tu découvres le métier. J'imagine que quand t'as racheté 10 stations de lavage et 10 laveries, que tu connais tout par cœur, t'as ton réseau de prestataires, etc., tu t'en fous. Mais nous, quand on n'est pas du métier, on rachète une laverie. Donc Benoît, il est ingénieur et dans son métier précédent, il travaillait dans l'aquaculture. Donc, des piscines, des bassins, de l'eau, des pompes, en fait, il connaît ça par cœur. Donc, lui, une chaudière, ça lui fait pas peur. Cette technicité-là ne lui fait pas peur, y compris dans un centre de lavage auto. Tout ça, c'est les vannes, les machins, les bidules. Ça lui parle vraiment. Il est familier de ces choses-là. Pour autant, quand tout d'un coup, c'est arrivé il y a quelques jours, la borne de terminal TPE ne fonctionne pas, les gens ne peuvent plus payer en carte bleue sur les bornes du portique, il n'en sait rien en fait, il ne sait pas. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir le contact de l'ancien cédant qui va venir t'aider. D'ailleurs, il prend de nos nouvelles régulièrement. Dans les premiers temps, il va venir t'aider, il te forme. Et donc ta réussite est aussi conditionnée à la bonne relation que tu vas avoir avec le cédant. Et donc, c'est aussi pour ça que tout le monde doit être dans une optique de faire un deal win-win. Et c'est intéressant par rapport à la négociation parce que, pareil, ça, c'est un biais psychologique que les gens, je trouve, ont souvent. C'est qu'ils croient qu'ils sont bons en négociation ou qu'ils savent négocier. Et en fait, à chaque fois, sincèrement, qui, parmi les auditeurs qui nous écoutent là, se disent « Non, mais moi, t'inquiète, moi, je sais négocier. » Mais en fait, non, les gars. C'est rare. Je pense que les bons négociateurs, c'est très rare. Moi, je me considère pas comme... Tu vois, je te donne un exemple. Tu vas avoir beaucoup sur les business, ou laverie ou car wash, tu vas avoir beaucoup de cédants qui ont une approche très pushy au niveau de leurs demandes. Enfin, qui ont des demandes un peu farfelues, exorbitantes. Donc, ils survalorisent leur boîte. Voilà, on va faire simple. Donc, et ils te le disent de but en blanc comme ça. Comment tu réagis face à quelqu'un qui... assez rapidement dans l'échange, t'as dit ma boîte, elle en vaut 2 fois son chiffre d'affaires, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, j'en sais rien. Il faut le confronter, il faut lui dire qu'il a tort, il faut arrêter les discussions, il faut aller un petit peu plus loin dans les négociations pour creuser quand même. Enfin, j'ai cette personnalité en face de moi qui me dit ça. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il cherche à faire, lui ? Il fait un cadrage. Mais dans quel but ? Et du coup, quelle est la meilleure manière de réagir avec ça ? Si de toute façon, son cadrage est hors sujet, mais que moi, je veux l'amener vers mon cadrage. Est-ce que c'est déjà pertinent d'essayer de l'amener à mon cadrage à moi, qui, grosso modo, va être 2 fois moins que ce qu'il en demande, en général ? Est-ce que je ne perds pas de temps ? Et donc, comment t'amènes quelqu'un qui veut un prix à accepter un prix 2 fois moins important ? Moi, j'en sais rien, en fait. Et probablement qu'en fonction de la personnalité que tu as en face de toi, tu vas pas du tout t'y prendre de la même manière. Ok, passionnant. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est un long sujet. Et vraiment, ayez la modestie. Enfin, c'est ce que je vous recommande à tous parce que je sais que statistiquement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent faire. De vous poser la question, est-ce qu'en réalité, je peux pas réfléchir encore et approfondir et voilà. Je sais que nous, par exemple, les négociations, quand on a des grosses négociations avec Cyril, on les travaille à 2. C'est-à-dire, on est 2 cerveaux. C'est pas quelque chose qu'on laisse quelqu'un tout seul faire. On se confronte, on réfléchit, on relit les emails. Enfin, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment... on a une passion pour ça et à 2, on adore. Bon, bref, je m'arrête là. Donc maintenant, toi, tu es arrivé au stade où tu as un business qui tourne avec Richissime. Ouais. Vous avez vos investissements en location courte durée, vous en gardez quelques-uns, mais les moins rentables, ou en tout cas, ceux qui vous demanderaient trop de temps à remettre une délégation en place, ceux-là, vous en Tu vois, celui qu'on vend, c'est pas le moins rentable. Voilà, c'est plutôt celui qui va vous demander plus de temps. Il est juste un peu plus loin, donc du coup, avant, on avait une équipe là, et on n'en a plus, et du coup, c'est l'équipe d'à côté qui vient, mais c'est un peu plus loin pour eux. Et c'est celui duquel on pouvait récupérer le plus de liquidité, celui qu'on a fait en premier. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est celui-là qu'on a décidé d'arbitrer. Et vous continuez donc dans les business, parce que vous avez bien compris que s'il pouvait avoir du gros cash flow, c'est dans les business physiques. Et maintenant, c'est quoi ta vision ? Parce que je sais que vous êtes plutôt du profil ambitieux, vous n'avez pas envie d'arrêter là, vous avez vraiment... Je sais que
tu avais un programme, je sais pas si tu l'as encore, 1%, et puis après, tu avais dit, un jour, je ferai le 0,1%, et peut-être qu'un jour, tu feras le 0,01% des plus riches. Enfin, en gros, l'objectif, c'est vraiment de gravir, et comme tu dis, de monter dans l'ascenseur social et de faire exploser ton plafond au fur et à mesure. Quelle est là ta vision maintenant, aujourd'hui, de comment tu vois les choses là, pour les prochaines années? En fait, l'argent s'est avéré être un formidable outil de découverte de soi. Et quand tu es plus limité dans la vie par ce que tu peux t'offrir, tu es en mode explorateur. Du coup, quel type de business je peux faire? Quel type de nouvelles compétences je peux acquérir? Qu'est-ce que j'aime? Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'aime? On est toujours limité par ce qu'on peut s'offrir. Tu vois, il y a des types de fringues, je sais même pas si j'aime. Il y a des types de restaurants dans lesquels je vais pas manger, je saurais même pas si j'aime. Il y a des types d'hôtels, de destinations, de machins, d'expériences. Je sais pas. Je suis jamais montée dans une voiture de luxe ou une voiture de sport. Je suis pas attirée par... J'ai pas d'attrait. Mais j'en sais rien, en fait, si j'aime ça ou pas. Et donc, juste... Et peut-être pour mieux te rendre compte qu'en fait, il y a des expériences de vie qui ne demandent pas forcément énormément d'argent, mais c'est un outil d'exploration, l'argent. Et c'est un outil de réalisation. Nous, on est des entrepreneurs dans l'âme. Moi, on a des idées à l'appel et on manque plus de temps aujourd'hui que d'argent et d'idées. Et donc, un entrepreneur, quand il a rongé un os, il veut un os plus gros. Donc, quand il a réussi dans un domaine, il veut la next step, il veut de nouveaux challenges, il veut se nourrir parce que c'est la nourriture pour le cerveau. Donc, on veut continuer et pour ça, effectivement, l'argent est le bienvenu, le cash est le bienvenu pour continuer à alimenter la machine. On va racheter, toujours dans notre territoire, dans le Nord, on va essayer de continuer à racheter des petits business, donc laverie et station auto. J'adore notre territoire, ça fait seigneur. Ouais, exactement. Y a plein de logiques quand tu veux racheter des petits business à en avoir plein, parce que effectivement, alors dans une zone, mais même éventuellement sur le territoire, mais parce que après, tu revends plus à des petits investisseurs individuels, mais tu vas revendre à des foncières, et donc du coup, c'est alors des foncières si t'es propriétaire des murs, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous, on a les fonds de commerce. Donc, en tout cas, tu rachètes ça à des investisseurs qui ne veulent pas juste racheter un centre de lavage, mais ils vont en racheter 10 d'un coup, ils vont faire les investissements et ils achètent une rentabilité, en fait. Et donc, là aussi, tu as des valorisations qui sont plus intéressantes aussi. Donc, on va continuer là-dessus. On va continuer à maximiser notre capacité d'emprunt sur l'immobilier et continuer à faire un petit peu d'immobilier sur des projets un petit peu plus gros. Et puis... on a d'autres typologies de business qu'on voudrait monter ou racheter. Bon, ça, je le garde encore dans ma tête pour l'instant. Mais on s'expatrie, donc on part à Dubaï dans quelques semaines. Et donc, c'est un point d'interrogation de savoir qu'est-ce qu'on pourra... est-ce qu'on va faire des choses sur place? Est-ce qu'on va continuer à investir qu'en France? Et quelles seront nos nouvelles limitations qu'on va devoir surmonter pour pouvoir se développer? Mais oui, on veut vraiment explorer le truc sans limite, quoi. En se préservant, on peut accélérer, on peut ralentir, mais là je suis dans une phase un peu intense et j'aspire que 2025 soit une année un petit peu plus chill pour moi. Benoît, je pense que ça va être une année où lui va vouloir accélérer, parce qu'on fait des choses ensemble, on fait aussi un petit peu... on fait pas tout ensemble. Voilà, lui, il va tirer le business du côté du développement. Moi, je vais développer le business existant. C'est plus ça qu'on fait, donc on ne travaille pas toujours sur les mêmes choses. Et du coup, moi, je peux des fois ralentir ma capacité de travail quand lui continue la sienne. C'est pas un souci. Merci beaucoup, Delphine. Merci. C'était une discussion passionnante. J'en ai découvert sur toi, que je ne connaissais pas, surtout la partie... plus ancienne, parce que j'ai pas repris comme certains auditeurs, je sais, qui reprennent de l'épisode 1 et qui réécoutent tout. Ils sont fous. Merci de faire ça, c'est incroyable, mais je trouve ça fou. Mais après, j'ai écouté ton 1, mais j'en suis encore au 1. Là, c'est le genre de truc tu veux pas regarder, tu veux pas réécouter. Mais non, mais c'est génial de le faire, je pense. Mais en l'occurrence, moi, je l'avais pas fait, donc je pense que j'avais un énorme trou en termes d'années sur ce qui s'est passé. Donc, tu m'as complété tout ça, donc ça me fait gagner du temps aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de te suivre dans ton parcours ambitieux,
Parce que je pense que les personnes qui te suivent, ce sont forcément des personnes qui acceptent. Enfin, je trouve que ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu essayes de casser un peu les codes par rapport au discours par rapport à l'argent. Tu assumes le fait que tu veuilles devenir plus riche. Et ça, je trouve que c'est inspirant. Donc, toutes les personnes pour qui ton profil parle, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Insta, c'est l'endroit où je suis le plus, c'est mon réseau social que je préfère. Richissime Podcast, évidemment, le podcast que vous retrouvez partout, qui s'appelle Richissime. C'est vraiment les 2 endroits où me suivre. Mais tu as raison, j'insisterai jamais assez. Oui, je me suis donné un rôle de casser les codes sur ce sujet-là. Donc, ça me vaut de... Tu vois, notre départ à Dubaï suscite aussi beaucoup de critiques. Mais je suis là pour ouvrir des portes. Merci à toi de le faire. C'est mon rôle. Merci C'est mon rôle pour dire à toutes les femmes que vous avez le droit d'avoir de l'ambition, vous avez le droit de vouloir avoir de l'argent et vous avez le droit de vouloir faire ce que vous voulez avec votre argent et votre vie. Merci de le faire, d'avoir pris ce rôle en France, dans la francophonie. Donc merci Delphine. C'était un honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast. Oh, merci. Et puis une prochaine. Merci Dorine.